Bonjour et bienvenue dans le garage. Fabrication de mon super établi, épisode 14. Déjà 14, c'est fou comme le temps passe. Si vous arrivez sur la chaîne, dans cette série, je fabrique un établi qui me permet en parallèle de me faire la main sur une multitude de techniques de menuiserie et je partage ça avec vous. Mais aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que je vais laisser de côté la menuiserie pour une fois et je vais tenter de faire fonctionner un prototype d'embrayage fait maison pour la vis de la presse frontale de l'établi. Mais d'abord, récapitulons. L'établi dont je parle, c'est celui-là, et j'ai déjà bien avancé puisque j'ai fabriqué cette partie. En ce moment, je travaille sur la presse frontale, c'est un modèle un petit peu particulier. Allez voir les vidéos précédentes pour les détails, si vous ne les avez pas encore vus. La presse est quasiment terminée, il reste à installer la mécanique, c'est-à-dire globalement un volant, un peu de quincaillerie, une vis et un écrou. Le principe est évident, on tourne le volant de la presse pour l'ouvrir ou pour la fermer. Mais je voudrais pour cette presse un système de vis débrayable et automatique. Je vous montre un exemple de vis débrayable qui fonctionne bien, mais qui est manuel, c'est-à-dire qui nécessite une opération pour embrayer ou pour débrayer la vis. Et ça ne me va pas. On va faire un meilleur système que celui-là, parce que ma presse le mérite, et puis que moi aussi. Je vous montre quand même ce système manuel pour illustrer ce qu'est une vis débrayable. Certains d'entre vous connaissent peut-être pas le principe, après tout. Je vais essayer de vous expliquer le principe d'une vis débrayable sur ce socle d'outils. L'outil, vous allez le découvrir d'ailleurs juste après. Donc là, j'ai zoomé pour que vous voyez bien. Ce que vous voyez, c'est une partie d'un étau. Là, c'est la partie mobile. Donc on a une tige filetée, d'accord, et on a ce système-là qui se relève, qui constitue une partie de l'écrou. Vous voyez, c'est fileté. Et donc ce truc-là va venir s'enfiler sur la tige filetée. Si j'appuie dessus, la tige filetée ne bouge pas, et évidemment, si je le soulève, je peux la déplacer comme je veux. Donc, en tirant, ça ne bouge pas. Par contre, si je pousse, ça fonctionne. Donc, il suffit que j'arrive à mettre l'étau contre ma pièce et que je serre pour que par arc-boutement, ces deux pièces viennent se serrer l'une sur l'autre. Et là, ça ne bouge plus du tout. D'accord? Donc, c'est ça le principe. L'idée, c'est d'avoir un système pour pouvoir mettre la pièce, approcher, finir de serrer et c'est fini. Pour desserrer, pareil, je desserre, je débraye et je peux retirer ma pièce sans tourner pendant 10 minutes. On comprend immédiatement les avantages de ce système, on gagne du temps, on gagne du confort, bref, tout le monde en veut un, quoi. Le truc, c'est que maintenant, je vais devoir reproduire l'équivalent de ce système. C'est pas exactement le même, c'est le même principe, mais ça ne fonctionne pas de la même manière. Le principe que je vais prendre, c'est celui qui est basé sur des vidéos de Woodkeeper One, une chaîne YouTube qui a malheureusement fermé il y a quelques jours. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et donc, je vais me baser sur mes souvenirs. J'ai compris le principe de fonctionnement. En tout cas, je pense. Et on va voir si ce que j'ai assimilé, ça suffira. Pour faire le système, eh ben, il faut d'abord une vis et un écrou. Alors, pour ma presse, je suis parti sur une vis de 27 mm de diamètre et l'écrou qui va avec, hein, belle bête. Le bestiau fait 4 cm de long, là. Donc, c'est pas rien. Je ne m'attendais pas à si gros. Et donc, la première étape, c'est de découper cet écrou comme ça. Donc, on enlève quelques millimètres ici. La cote, elle est arbitraire. Hein. Là, je crois que j'ai pris 8 ou 9 mm, je ne sais plus. Et je suis désolé, j'étais tellement préoccupé par le fait que je me demandais si j'allais réussir à couper cet écrou correctement que j'ai oublié de filmer. Mais je vais quand même vous montrer comment j'ai fait. Donc il y a plusieurs options. Vous pouvez prendre la meuleuse, puisqu'on va enlever quand même quelques millimètres de matière, donc même avec un disque épais, ça peut passer. Pour ma part, j'ai choisi de prendre ça. Alors ça, c'est quoi? C'est une scie à métaux électrique, en fait. Donc avec le même principe de débrayage de lame d'une scie à ruban classique. Et le socle que vous avez vu tout à l'heure, il sert justement à cette scie à ruban. Voilà la bête montée sur son socle, hein, donc c'est plutôt pratique. Vous voyez, ça bascule comme ça. On met notre pièce, les barres métalliques en général, dans l'étau ici. Clac, vite fait. Ensuite, eh ben, on met en route. On coupe, c'est d'équerre. Et c'est vachement bien. Là, pour le coup, c'est Lidl. Donc c'est du Parkside. J'ai eu la chance de trouver ça un jour dans les rayons, donc je l'ai pris. J'ai payé ça, je crois, dans les 100 balles. Sachant que les premiers prix de ce genre d'outils, c'est plusieurs centaines d'euros. Donc je me suis dit que je ne prenais pas de risque, même pour 100 euros. Et effectivement, c'est un produit très efficace. Et j'en suis très content, mais il n'est pas facile à trouver. Vous vous trouvez pile en face de la vis, d'accord? Donc l'écrou, évidemment, il va venir en sandwich, comme ça, sur la vis.
Et le principe de fonctionnement du système, c'est que quand on va visser, c'est-à-dire quand la vis va tourner dans ce sens, l'écrou va venir se serrer comme ça sur la vis. Et donc, on va être embrayé. Ok ? Quand on va dévisser comme ça, eh ben, l'écrou va faire comme ça, en exagérant, hein, et donc il va libérer la vis qui va pouvoir librement coulisser. Quand on va revisser, on va revenir comme ça. Alors, pour faire ça, on va encager l'écrou et on va lui laisser la place juste de faire ça ou ça. Et c'est tout. Je sais, c'est pas très clair, mais vous allez découvrir en même temps que moi comment ça fonctionne, si ça fonctionne. Alors, si vous regardez bien comment j'ai coupé l'écrou, vous voyez qu'un écrou, donc il y a 6 pans. Sur un demi-écrou, j'ai un pan, un deuxième pan et la fraction du troisième. Ça, a priori, c'est important. On verra après pourquoi. De toute façon, on va tout voir au fur et à mesure. On va aussi déformer l'écrou, c'est-à-dire qu'on va garder ce pan-là qui est entier pour pouvoir y coller des aimants. Encore une fois, vous verrez pourquoi. Et ici, on va faire un arrondi pour pouvoir faciliter le déplacement comme ça. Vous allez comprendre. Ces deux pans-là sont entiers et c'est cette arête-là que je vais enlever et je vais arrondir l'écrou ici. Je vais essayer de faire ça de manière régulière. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a un pan entier ici et cette partie-là maintenant est arrondie. Et tant que j'avais la meuleuse de sortie, j'en ai profité pour limer le pas de vis ici, ce qui va permettre de faciliter le coulissement comme ça. Bon, maintenant que je me suis occupé de l'écrou, la vis, il n'y a rien à faire. Il reste à faire maintenant tout ce qui va autour, à savoir le boîtier et donc finalement l'embrayage, le mécanisme d'embrayage de la vis et de l'écrou. Donc vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps, j'ai pour credo de tout montrer, mes succès, mes échecs, etc., en dépit des durées de vidéo qui découragent certains, peu importe. Mais là, ça fait 4 jours que j'essaie de reproduire ce boîtier d'embrayage et j'ai rien filmé du tout, pas une seconde. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à la base, j'avais un système qui n'a pas été inventé par moi, qui a été conçu par un ingénieur, qui a mis en place des vidéos que j'ai vues quelques fois, c'est peut-être il y a 2 ans, depuis peu, donc cette chaîne a disparu, et donc ces vidéos ont disparu. Donc, je n'ai que mes souvenirs pour pouvoir reconstituer ce boîtier d'embrayage. Donc, je suis parti sur un mécanisme à reproduire que je pense avoir compris, du moins dans le principe. Et du coup, j'étais vraiment pas certain d'y arriver. Donc avant de filmer des heures et des heures de rush pour finalement n'en prendre qu'un dixième au montage, j'ai décidé de faire autrement. J'ai fait mes recherches, j'ai fait des tâtonnements, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer donc la synthèse de ces recherches. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Qu'est-ce que j'ai dû retoucher. Pourquoi? Pour que vous ayez l'essentiel de ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, pour que si vous ayez envie de le reproduire chez vous, vous ayez des informations de manière synthétique, sans trop s'éparpiller et sans devoir les chercher dans une vidéo d'1 heure et demie. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu le fruit de mes explorations en quelques minutes. Je vais vous condenser 4 jours de travail de recherche. Donc, pour pouvoir faire mes prototypes, je suis parti sur du mélaminé. Pourquoi du mélaminé? Eh bien, pour plusieurs choses. D'abord parce que j'en ai, évidemment, que j'aime pas ce matériau et que ça me va très bien de le passer dans des trucs que je vais balancer ensuite. Mais surtout parce que c'est épais, donc là il y en a pour 19 mm, et que ma vis, là, mine de rien, elle fait un peu plus de 4 cm de long. Donc il faut imaginer ici qu'on va avoir une boîte d'une certaine épaisseur, donc l'épaisseur qui correspond à la longueur de l'écrou, donc 4 cm. Et dans cette boîte, il va falloir que j'imagine, enfin du moins que je recherche, l'emplacement minimal, nécessaire et suffisant pour que l'écrou ici puisse se promener de la position embrayée comme ici, où le filetage de l'écrou sera embriqué dans le filetage de la vis, qui n'est pas là évidemment, et la position débrayée, qui va être à peu près celle-là, où la vis va pouvoir coulisser sans se prendre dans le filetage de l'écrou. Voilà. Et pourquoi je dis nécessaire et suffisant? Parce qu'il va falloir que l'écrou puisse bouger comme ça, et pas plus, parce que s'il vient et qu'il a de la marge ici, l'embrayage ne va pas pouvoir se faire correctement. S'il peut aller jusque-là, il ne va jamais pouvoir revenir, etc. Donc, c'est important, et les tests l'ont prouvé. Le design du boîtier se joue vraiment à peu de choses, et il a fallu pas mal tâtonner pour y arriver. J'ai commencé des essais de manière empirique.
ça a donné ça. Donc ça, c'est le premier prototype, et ce prototype, il m'a appris des choses essentielles. Alors déjà, vous avez remarqué évidemment que je n'ai fait qu'un demi-écrou, ce qui évite de faire 2 fois le travail, surtout au départ quand on ne sait pas ce qu'on doit faire précisément, et qu'on y va à tâtons et qu'on recommence plusieurs fois. Donc, en position embrayée, l'écrou va se trouver comme ça, sur la vis. En position débrayée, il va se trouver toujours au contact de la vis au-dessus, et il va se trouver à peu près dans cette position. Et la vis va pouvoir coulisser sans prendre le filetage de l'écrou. Il y a plusieurs règles essentielles. D'abord, l'écrou doit toujours être en contact avec la vis, puisque c'est en tournant la vis qu'on pilote l'écrou finalement. En tournant pour visser, on va embrayer, et en tournant pour dévisser, on va débrayer. Et là, ceux qui suivent, ils ont remarqué que le gabarit est à l'envers. Oui, il y a un sens. Si je tourne dans ce sens pour entraîner l'écrou va embrayer. Sauf que si je tourne dans ce sens, eh ben je dévisse. Donc, l'écrou, il est mal placé. Il faut le retourner le gabarit. Voilà. Et là, on est dans la bonne position. La vis est ici. Si je visse, je tourne dans ce sens, et l'écrou se met en place. Là, ça marche. Et si je dévisse, l'écrou se retire. Donc c'est le premier point, il y a un sens au gabarit. Deuxième point essentiel que j'ai appris avec ce gabarit, c'est que pour que l'écrou puisse être piloté par la vis, finalement, puisque c'est la vis qui, en vissant ou en dévissant, va déplacer l'écrou, il faut que l'écrou soit toujours en contact avec la vis. Et bah oui, il n'y a pas de magie, je veux dire, il faut un minimum de friction pour que des pièces se déplacent. Donc pour ça, eh ben, il y a un moyen très simple. Sur le pan qui n'a pas été limé de l'écrou, je place des aimants puissants qui vont magnétiser l'écrou. Et l'idée, c'est que quand je vais mettre en place la vis, elle va venir, par aimantation finalement, par magnétisme, se coller sur l'écrou. Et ensuite, quand on va tourner pour visser, donc dans ce sens-là, on va avoir tendance à déplacer l'écrou par là, et paf, il va venir se plaquer, et on a embrayé. Ça, c'est simple à comprendre. Pour le débrayage, eh ben, on va tourner dans l'autre sens. Donc l'écrou va avoir tendance à tourner comme ça avec la vis, sauf qu'il va venir embuter ici, et embuter ici, puisqu'il sera toujours en contact, il va se décoller de la vis ici, donc le magnétisme ici va continuer d'attirer l'écrou de ce côté-là, mais pas de ce côté-là, et donc l'écrou il va avoir tendance à reculer comme ça, tout en restant en contact avec la vis ici. Voilà, ce qui fait qu'il va se retrouver à peu près dans cette position. Alors, le principe fonctionne à la condition impérative que l'écrou soit toujours en contact avec la vis, bien sûr. Donc, il faut que l'écrou ne puisse pas se dégager jusque-là, par exemple, parce que là, ça ne marcherait pas. C'est important que l'espace qui se trouve derrière, ici, tout cet espace-là, ce soit celui qui permette uniquement le déplacement de cette position-ci à cette position-là. Et vous voyez que il n'est pas super harmonieux, pas super beau, il y a eu pas mal d'essais, j'ai appris pas mal de choses, et j'ai vu ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ce prototype-là, c'est le papa de celui-là, et vous voyez qu'il a un peu évolué. On a retravaillé la cage donc, qui va permettre de déplacer l'écrou. Et pourquoi? Pour pouvoir optimiser le déplacement et faire en sorte que ça se passe le plus fluide possible et surtout que ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une partie qui est droite ici qui va héberger le pan droit avec les aimants. Okay, et dans cette position-là, l'écrou est juste à la place, comme je disais, sur la vis pour être en contact avec la vis. Il ne peut pas faire autrement que d'être en contact. Et quand il va se déplacer, il va uniquement faire hop, ça, il ne peut pas se déplacer plus. Donc là, j'ai optimisé la place en tâtonnant finalement pour pouvoir faire fonctionner donc ce prototype. Alors, j'ai fait encore une fois que cette partie-là et ensuite j'ai retravaillé, d'ailleurs on voit bien que ça a été optimisé. Ici, la cage est plus haute que là pour pouvoir donc faire la deuxième partie et valider cette fois-ci le fait que mon système symétrique fonctionne aussi. Parce qu'il se pourrait que, puisque la vis bouge ici, puisqu'il y a un peu plus de place, ça pose des problèmes. Il se trouve que non, donc ça marche très très bien. Et donc je suis passé à l'étape suivante. Pourquoi j'ai fait une étape suivante? Puisque j'avais quelque chose qui marche, tout simplement
J'avais travaillé, comme je disais, avec cette cochonnerie, et cette cochonnerie-là, donc sur la tranche, on a de la sueur et de la colle, c'est rugueux, ça glisse pas bien, c'est pas terrible, et en plus, comme c'est épais, et qu'il a fallu que, pour valider, vous voyez, je suis parti sur quasiment la hauteur de la vis, je me suis rendu compte que c'était pas simple de reproduire la forme proprement sur toute la hauteur, sur 4 cm, dans un matériau aussi dégueulasse, pour parler franchement. Donc, je suis parti sur le prototype suivant, qui va être finalement la version finale. Et donc, pour le prototype suivant, je suis parti sur du contreplaqué. L'avantage du contreplaqué par rapport au mélaminé, c'est déjà, forcément, sur la tranche, on a quelque chose de plus uniforme et de beaucoup moins rugueux, forcément, d'une part. D'autre part, le contreplaqué que j'ai pris, il est plus fin. Donc, la découpe, elle est plus facile finalement, et c'est plus facile d'avoir quelque chose de découpé verticalement. Le problème, c'est qu'à la base, j'avais prévu d'utiliser la scie à ruban pour faire ces découpes, sauf que bêtement, j'avais pas pensé que pour pouvoir passer la lame, le ruban dans le trou, là, il fallait que je coupe ma lame. Donc ça marche pas. Donc je me suis fait prêter une scie sauteuse, parce que j'en ai pas, et j'ai fait ça à la scie sauteuse. Donc la scie sauteuse, j'en ai pas, pourquoi? Parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça fait un travail pas super propre. Alors bon, j'ai peut-être jamais eu de bonne scie sauteuse. Et quoi qu'il en soit, une scie sauteuse pour découper à 10 mm théorique de contreplaqué, ça va très bien. Voilà, donc à partir du moment où j'ai fait ma première forme, que j'ai reproduite à partir de ce modèle, j'ai reproduit ça sur plusieurs couches en utilisant une fraise à copier de défonceuse. Encore une fois, la défonceuse, c'est la vie. Et je suis arrivé à ça. Et donc ça, c'est le produit fini. Donc là, on a quoi? On a un bout de mélaminé pour pouvoir représenter un carter. Pourquoi? Parce que j'en avais. Et donc ici, j'ai reproduit exactement la position sur chacune des strates de mes deux demi-écrous. Donc j'ai noté l'avant ici pour pouvoir ne pas monter le boîtier à l'envers et embrayer en dévissant, mais aussi le haut et le bas. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux morceaux-là, ils sont symétriques qu'en théorie. Ces deux pièces-là, elles sont symétriques en théorie, puisque c'est des choses qui ont été découpées à la main et assez grossièrement. Voilà, donc finalement ce ne sont pas des pièces symétriques et j'ai dû tâtonner des deux côtés pour pouvoir faire quelque chose qui marche. Mais ça marche. Ah oui, un autre détail qui est important aussi et que j'avais oublié, la magnétisation de l'écrou, c'est super important. Mieux votre écrou sera magnétisé, mieux ce sera. Donc pour ça, j'ai pris des aimants puissants et je vais en coller deux ici et là. Et c'est important, je veux dire, que ces aimants ils soient placés correctement. Pourquoi? Parce qu'un aimant, c'est un pôle nord et un pôle sud. Vous savez, si vous vous souvenez des cours de physique, que si j'approche ces deux aimants et qu'ils se repoussent, donc là c'est le cas, vous voyez, ils sont puissants, hein, c'est le même pôle qui sont présentés, donc là plus ou moins. Alors pourquoi je teste ça et en quoi c'est important? Là, globalement, si j'ai mis le pôle plus contre l'écrou, je vais le magnétiser d'une certaine manière, et si j'arrive avec mon deuxième aimant et que j'y colle le moins, je vais globalement annuler les forces, et ça ne va pas marcher. Donc, là, je vois que mon pôle moins et mon pôle plus est dans le même sens sur les deux écrous, enfin sur les deux aimants, donc je vais pouvoir, hop, installer mon aimant. Et là, mon écrou, il est fortement magnétisé. Si je tourne un des deux aimants, finalement, il sera quasiment pas magnétisé. C'est en tout cas ce que j'ai expérimenté. Alors, je vais vous faire une petite démo maintenant. Donc, la première chose à faire, bien sûr, c'est de mettre la vis dans le boîtier. Voilà, donc là, je pense que vous voyez bien. On va maintenant remettre l'équivalent de notre écrou, donc les deux demi-écrous en place. Alors, j'avais noté le haut en haut. Voilà. Donc, quand je vais visser comme ça, je vais tourner ma vis. Et vous voyez, alors là, voilà, ça se met en place parce que l'écrou n'était pas bien placé. Et ici, vous voyez que c'est embrayé. L'aimant a fait son travail et il a attiré les deux demi-écrous sur la vis. Maintenant, je vais dévisser. Et vous voyez, ça marche mieux en bas qu'en haut, c'est normal, puisque la gravité, ça aide. De temps en temps, il faut l'aider un peu. Donc là, il faut secouer d'avant en arrière un petit peu. Hop. Et voilà. Et dans cette position-là, on peut bouger. Alors, évidemment, là, les écrous se déplacent parce qu'il n'y a pas de capot ici.
Hein, donc il faut imaginer un capot, mes doigts c'est le capot, et là donc la vis peut sortir, hop, peut rentrer sans problème, et ensuite je peux réembrayer, et là c'est embrayé, donc je peux visser normalement. Voilà pour le principe, le fonctionnement il est validé, le boîtier là je vais le garder en l'état, et je vais l'intégrer dans le pied de la presse, et c'est une très bonne chose. Juste une chose aussi, j'ai constaté avec mes essais, à la base, ce système, il fonctionnait, mais quand même, c'était pas hyper efficace. Et en fait, j'ai constaté qu'il fallait reculer encore l'écrou. Donc, j'ai creusé ici et là pour avoir une cavité un peu plus profonde et pour que l'écrou recule plus. Parce qu'en fait, au départ, si on prend l'écrou qui se trouve au-dessus, par exemple, voilà, on est arrivé à peu près là. Et là, on a relevé un petit peu l'écrou ici. Et ici, on a donc encore un peu de prise sur le filetage. Donc j'ai préféré reculer un peu plus pour bien libérer le filetage de l'écrou de la vis. C'est important aussi, ça participe au fait que ça fonctionne à tous les coups. Bon, on peut dire que les tests sont concluants, du coup on va passer directement au bilan. La première chose qui me passe par la tête si je dois parler de bilan, ce sont deux émotions, le contentement et le soulagement. Je suis vraiment très content du résultat de ces essais, le principe est validé. Je suis ravi que ça fonctionne parce que j'avais vraiment très envie d'un système comme celui-là pour ma presse. Et mine de rien, on vient de mettre en pratique l'idée d'un bricoleur de génie, et donc finalement, ce qu'on vient de faire là, c'est de l'ingénierie. C'est beau. On en est encore au stade de prototype, donc je ne vais pas garder la version contreplaquée parce qu'il me reste de l'UHMW, le plastique dur et glissant que j'ai utilisé pour faire le patin de la partie mobile de la presse, et je pense qu'il sera tout à fait approprié pour remplacer le contreplaqué. Il suffira d'utiliser ça comme gabarit pour reproduire les découpes à la défonceuse avec une fraise à copier et en vitesse réduite. Pour une fois, le bilan sera court, je vais en rester là. J'espère que cette démonstration d'ingénierie a été suffisamment claire pour vous, particulièrement si vous voulez la reproduire chez vous. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, l'espace commentaire est là pour ça. Dans le prochain épisode, je vais monter la vis et le boîtier d'embrayage définitif dans le pied de l'établi. Ça sent bon la fin de la presse. Il restera encore à lui faire un volant, et la suite logique, c'est bien sûr le plateau. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater. Je vous propose maintenant quelques petites vidéos supplémentaires par-ci par-là si ça vous chante. Sinon, filez à l'atelier, mais pensez d'abord à liker cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. À bientôt.